L'éducation de Gargantua, chapitre 21, comment Gargantua fut formé par Ponocrate de façon si rigoureuse qu'il ne perdit aucune heure de la journée. Rabelais est un auteur humaniste. Les géants sont un héritage des contes du Moyen Âge. C'est de la culture populaire. Gargantua a suivi l'éducation des clercs de la Sorbonne qui s'est avérée à la fois longue et inefficace. Grangousier décide de confier son fils à Ponocrate dont les méthodes d'éducation vont s'avérer fort différentes. Dans ce texte argumentatif, Rabelais tente de faire l'éloge de l'éducation humaniste. Néanmoins certains aspects de ce texte le rendent ambigu. Le philosophe Horace a dit « castigat ridendo mor » qui signifie corriger les mœurs par le rire. Il a aussi dit place redosor qui signifie plaire et instruire. C'est de l'argumentation indirecte, un apologue et on est exactement dans ce cas avec ce chapitre. L'auteur propose un texte plaisant, narratif, comique et ironique avec néanmoins une volonté d'instruire. Instruire c'est la dimension argumentative, l'éloge de l'éducation humaniste. Dans un premier temps, nous allons montrer que le texte traite de l'éducation humaniste. Dans un second temps, nous allons montrer qu'il s'agit d'un texte carnavalesque, non humaniste. Dans ce passage, l'emploi du temps n'a pas un ancrage unique dans l'intrigue de Gargantua, il a aussi pour but d'être présenté comme un modèle idéologique au lecteur. En revenant, il considérait l'état du ciel, il se levait à 4 heures. Il y a l'emploi de l'imparfait itératif, d'habitude. L'emploi du temps est présenté comme un modèle. On a l'emploi du pluriel avec il qui donne l'impression d'un acte collectif. On a cette volonté de généraliser cet emploi du temps à tous. Premièrement, on retrouve un héritage antique. Il y a une redécouverte des textes antiques à la Renaissance suite à la chute de Constantinople en 1453. Cela est montré par l'extrait, il a pris en peu de temps tous les passages se rapportant à ces sujets chez Pline, Athénée, Dioscoride, Galien, Porphyre, Oppien, Polyde, Héliodore, Aristote, Élien et autres. Pline l'Ancien écrit l'encyclopédie Histoire naturelle. On remarque une accumulation de noms d'auteurs antiques, c'est donc un éloge des connaissances de Gargantua. Et d'autres montrent qu'il s'agit d'une liste incomplète, car le savoir de Gargantua est présenté comme infini. Deuxièmement, on retrouve des notions d'art libéraux. On a l'impression d'un savoir encyclopédique. Sens vient de cercle, Plutarque, et éducation, Encyclopédia. Platon a fait graver sur le devant de son école nul n'entre ici s'il n'est géomètre. D'abord, on parle du quadrivium, science. Et pas seulement de l'arithmétique, mais des autres branches des mathématiques, comme la géométrie, l'astronomie et la musique. On remarque l'énumération de plusieurs sciences. En premier lieu, il y a l'arithmétique, cela fait, on apportait des cartes, non pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petits tours et inventions nouvelles relevant de l'arithmétique. Le bon apprentissage passe nécessairement par le plaisir d'apprendre. C'est une conception tirée de Montaigne qui s'oppose à l'enseignement scolastique qui est particulièrement rigoureux et ardu. On retrouve aussi la géométrie, car, à temps de la concoction et digestion de son plat, il faisait 1000 joyeux instruments et figures géométriques et de même pratiquait les canons astronomiques. Il y a une hyperbe du personnage. On remarque aussi une personnification, un sentiment humain pour désigner un instrument. La géométrie et donc le savoir sont source de plaisir. Dans un deuxième lieu, il y a l'astronomie. En revenant, il considérait l'état du ciel, s'il se présentait comme il l'avait noté le soir précédent, dans quelle partie accentraient le soleil et la lune pour la journée. On constate une utilisation de l'imparfait et le soir précédent qui est une locution adverbiale de temps. Cela traduit le fait qu'il pratique l'intégralité du quadrivium. Dans un troisième lieu on retrouve la musique, après il s'amusait à chanter avec accompagnement de musique à 4 ou 5 parties, ou avec des variations libres sur un thème. Pour ce qui est des instruments de musique, il apprit à jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte traversière ou droite, de la viole ou du trombone. Il y a une énumération d'instruments de musique qui fait penser à une liste encyclopédique. On est dans l'hyperbolisme, le gigantisme de Gargantua qui maîtrise tous les instruments. C'est un moyen pour Rabelais d'exposer ses connaissances encyclopédiques. S'amuser représente le savoir et le plaisir. Ensuite, on parle du trivium, science humaine. Pendant ce temps on lui répétait les leçons de la veille.
Lui-même les récitait par cœur et en tirait quelques conclusions pratiques sur la condition humaine. On a une opposition avec l'enseignement scolastique de la Sorbonne. Gargantua a appris l'alphabet dans les deux sens, qui préconise un apprentissage par cœur. C'est donc en opposition avec l'enseignement humaniste qui associe connaissance, sens et réflexion, raisonnement. Cela va dans le sens de Montaigne qui a dit « J'aime mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». On retrouve des notions liées à la grammaire comme le montre le passage, l'heure ainsi passée, la digestion achevée, il se purgeait des excréments naturels, puis se remettait à l'étude, puis se remettait pendant 3 heures ou plus, aussi bien pour répéter la leçon du matin que pour poursuivre le livre entamé ou écrire, tracer et former les anciennes lettres romaines. On remarque 3 synonymes. Cela peut montrer le temps qu'il passe ou montrer que Gargantua enrichit son vocabulaire. On retrouve aussi des notions liées à la dialectique qui est là de la conversation. Cela fait, ils sortaient, en conversant toujours du sujet de la leçon, et ils allaient se récréer au jeu de paume. Alors, selon l'envie, on continuait la leçon ou bien ils commençaient à converser joyeusement ensemble. Les premiers temps, ils parlaient des vertus, des propriétés efficaces et de la nature de tout ce qu'on leur servait à table. Par la suite, ils parlaient des leçons lues le matin. On voit clairement le champ lexical de la conversation qui est un hérité de Montaigne. Le savoir est lié au plaisir d'apprendre. La rhétorique n'est pas présente dans l'éducation de Gargantua et ce n'est pas un hasard. Rabelais invite le lecteur à la retrouver ailleurs dans un jeu avec le lecteur. Ce chapitre argumente sur l'éducation humaniste qui vient incarner le dernier pilier du trivium, la rhétorique. Rabelais s'impose comme un maître de la rhétorique qui a su associer l'art de plaire, texte narratif, et d'instruire, texte argumentatif, hérité d'Horace. Troisièmement, l'illustration d'un savoir mis au service de Dieu. Le savoir humaniste est vain et il n'est que pur orgueil s'il n'est pas au service de Dieu. Pendant qu'on l'astiquait, on lui lisait les pages de la divine écriture, à haute et intelligible voix, alors il priait Dieu le Créateur. L'emploi du temps de Gargantua commence par la prière, et se termine de même. Il se consacrait à vénérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, puis il rendait grâce à Dieu par de beaux cantiques. Il fait aussi une prière avant et après le repas. On remarque que le champ lexical de la prière est particulièrement présent avec une accumulation. Il y a une variété de la pratique prière et le chant. Il y a une accumulation de verbes de prière. On constate la sincérité de la pratique de Gargantua, ce qui est l'inverse de la scolastique qui se caractérise par une bête énumération de prières. Il fait une lecture des textes saints. La Bible vient d'être traduite en français par Lefebvre d'Étaples. Il y a une opposition avec la scolastique, car chacun peut lire la Bible d'où la réforme protestante. Rabelais lui-même était évangéliste. Quatrièmement, on a une représentation du soin du corps. Rabelais est particulièrement sensible à cette notion puisqu'il est aussi médecin, outre le fait d'être écrivain. La Renaissance est une grande période de découverte médicale. Les humanistes ont dû s'opposer à la scolastique pour qui la science est un outrage aux croyances. D'abord on traite de l'hygiène. La Renaissance se caractérise par le fait de se purger et se laver, ce qui est l'inverse du Moyen Âge. Pendant qu'on l'astiquait, puis il se retirait dans ces lieux des anses pour se purger de ses excréments naturels. En revenant, il considérait l'état du ciel, cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, adorné et parfumé. Il se retire pour se purger, ce qui est l'inverse de ses anciennes habitudes où il faisait cela sur place. D'habitude c'est parti de la journée du Père. Il y a une interdépendance entre le soin de l'esprit et le soin du corps. Se purger représente le bas, fondement, et le ciel représente le haut, esprit. C'est un mouvement vertical, la purge permet l'élévation de l'esprit vers le ciel. Alors bien essuyé et frotté, il changeait de chemise. Après avoir achevé le repas, il se curait les dents avec un tronc de giroflier et se lavait les mains et le visage avec de belles eaux fraîches. L'heure ainsi passée et la digestion achevée, il se purgeait des excréments naturels. Ensuite on parle d'une alimentation diététique. Cette nouvelle conception de l'alimentation est en opposition avec les anciennes habitudes de Gargantua qui étaient caractérisées par l'excès et le désir. Ici elle est caractérisée par la raison. Les premiers temps, il parlait des vertus, des propriétés efficaces et de la nature de tout ce que l'on servait à table, le pain, le vin, l'eau, le sel, les viandes et la farine.